Salut les chimistes, allez aujourd'hui on se fait l'exo numéro un de la feuille de TD sur les polymères, donc issu aux applications de cours. Donc là on va s'intéresser à l'étude des polyamides. Voilà, comme d'habitude si ces petites vidéos d'exercice peuvent vous aider, pensez à laisser un pouce, un petit commentaire, posez toutes vos questions. Comme d'habitude, voilà, allez, sans plus de blabla, on y va. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il faut bien examiner le descriptif à chaque vidéo, notamment ce que je mets au début, à savoir l'énoncé du TD, et puis des documents ou des quiz qui peuvent être utiles. Allez, alors là on a les deux monomères qui sont fournis. Donc on reconnaît un dichlorure d'acyle ici, donc avec deux sites électrophiles, et une diamine avec deux sites nucléophiles. On doit donner la structure du polymère et le mécanisme de sa formation. Normalement on reconnaît assez vite qu'en fait le polymère qu'on va former, c'est le polymère qui permet d'avoir du Kevlar. Donc la réaction, c'est simplement une réaction entre une amine et un chlorure d'acyle. Donc il s'agit d'une amidification qui va permettre d'obtenir un polyamide, forcément. Donc la structure du polymère, là elle est relativement simple. On va avoir quelque chose, hop, comme ça. Et puis on peut par exemple l'arrêter ici, et là ça va revenir de l'autre côté. Et donc on a cette structure-là. Le mécanisme de sa formation, ici c'est assez simple, c'est le mécanisme du cours qu'on a entre un chlorure d'acyle et une amine. Alors on ne nous donne pas trop d'informations sur les conditions, ça veut dire est-ce qu'il y aura une base ajoutée, etc. Pour éviter la formation d'acide chlorhydrique, on n'en sait rien. Donc bon, ici on va faire un mécanisme par exemple avec acide chlorhydrique. Dans tous les cas, on aura une addition nucléophile suivie d'une élimination et qui termine par une réaction acido-basique. Donc là, je vais prendre des notations simplifiées. Donc le chlorure d'acyle représenté comme ceci, et en face une amine. Donc la réaction commence par une addition nucléophile sur le carbone électrophile du chlorure d'acyle. On arrive alors à l'intermédiaire suivant. Dans un second temps, on a une élimination de l'anion chlorure. Je vais noter ici, moins Cl-. Quoique ici, je vais le noter à côté parce qu'on va l'utiliser pour la suite du mécanisme. Dans la mesure où je vous ai dit ici, on va considérer un mécanisme où on n'aurait pas de base forcément dans le milieu. Donc ça dépend des conditions. Et donc dans ce cas-là, la seule base disponible, ce serait le chlorure. En général, c'est ce qu'on cherche à éviter, on l'a vu un grand nombre de fois. Et donc on arrive, hop là, par une réaction acido-basique à former le groupement amide plus HCl. Donc HCl, encore une fois, soit on le piège avec une base dans le milieu, soit comme c'est un gaz, il peut quitter le milieu réactionnel, mais on peut éventuellement mettre une garde à hydroxyde de sodium, donc avec de la soude, pour le piéger. Donc dans la deuxième question, on demande si le polymère est linéaire ou ramifié. Donc là, il n'y a pas trop d'ambiguïté, mais je vais quand même donner un schéma simpliste pour qu'on ait les idées claires. Un polymère linéaire, ce serait un polymère dans lequel on a simplement les chaînes macromoléculaires comme ceci, qui sont pas liées les unes aux autres, bon, ramifiées aussi, sauf que dans le ramifié, la différence... Alors attendez, je vais tricher un peu, hop, on va faire un petit copier comme ça. Et donc si au lieu du polymère linéaire, eh bien j'ai plutôt quelque chose, pardon, voilà, de ramifié, ça veut dire que sur ces chaînes principales, je vais avoir, hop, des petits bouts de chaîne comme ça, à certains endroits. Voilà, donc ça, ce serait le polymère ramifié. Et puis enfin, le réticulé, c'est carrément quand ces chaînes-là vont être liées les unes aux autres. D'accord? Et donc là, on a le cas d'une seule macromolécule. Donc nous, clairement ici, on est dans le cas du polymère linéaire. Pourquoi? Parce que si je fais simple, en fait, nos monomères, j'en ai un avec deux sites électrophiles ici.
plus un autre monomère. Avec 2 sites nucléophiles, en l'occurrence 2 amines. Donc là, j'ai bien la chaîne chaque fois qui va croître des 2 côtés du monomère, mais il ne va pas y avoir de réaction, d'autres réactions qui vont permettre les croissances de petites chaînes au milieu de la chaîne. Donc dans ces cas de figure simples, en général, on a des polymères linéaires. Il ne faut pas trop se casser la tête. Après, c'est plus les polymères ramifiés. On va les avoir par exemple quand on fait des synthèses avec des voies radicalaires, donc plus dans les polyéthylènes par exemple, ce genre de choses, ou enfin plein d'hydrocarbures en fait. Ou encore, ce qu'on peut faire dans certains cas, c'est au lieu de prendre un monomère bifonctionnel, on peut prendre un trifonctionnel, et là ça va permettre de créer justement plutôt des réticulations en l'occurrence. Et ce qui me fait rebondir sur la troisième question. La troisième question, on nous demande de proposer un réactif à ajouter pour obtenir un polymère réticulé, sans pour autant changer notablement la composition chimique. Donc, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que la condition pour polymériser, c'est d'avoir des monomères bifonctionnels, parce que ça doit pouvoir se lier des 2 côtés. Et maintenant, pour introduire des réticulations, là, il est nécessaire d'avoir... Pardon. J'ai du mal. Bougez pas. Il faut un monomère trifonctionnel, voire plus. Donc dans notre cas, on peut par exemple imaginer de prendre une triamine. Donc une proposition d'agent de réticulation, on prend quelque chose pour ne pas changer notablement la composition chimique qui ressemble à un monomère. Donc vous voyez, ça c'est l'un des 2 monomères. On peut imaginer au lieu de prendre une diamine, de prendre une triamine. Du coup, j'ai 2 azotes par lesquels la chaîne peut croître et un azote qui va permettre la croissance d'une autre chaîne sur le côté. Et là, vous obtiendrez un polymère avec des réticulations. Ensuite, c'est simple, plus dans ma recette initiale, je vais mettre de monomères trifonctionnels, plus le taux de réticulation, c'est-à-dire le nombre de réticulations, va être important. Donc ça, après, il faut jouer sur les concentrations. Alors ensuite, on nous demande de définir le module de Young. Bon, là, j'ai envie de vous renvoyer directement au cours, mais en fait, vous savez, il faut reprendre... moi, je vous refais un petit diagramme de traction vite fait pour un matériau ductile, on va s'appuyer là-dessus. Donc sur ce genre de diagramme, on trace la contrainte, donc sigma, c'est-à-dire sigma, en fait, c'est une force surfacique, donc c'est homogène à une pression, en fonction de l'allongement relatif. Donc l'allongement relatif, c'est l'allongement divisé par la longueur. Là, on imagine qu'on prend une éprouvette, quelque chose comme ça, et en fait qu'on va tirer des 2 côtés par une force de traction pour rallonger le matériau. Bref, d'ailleurs, ça serait plutôt F1, F2. Bon, la courbe classique du matériau ductile serait grosso modo une zone comme ça, linéaire, et puis hop, on arrive à un truc comme ça, et là, on a un point de rupture. Okay. Nous, ce qui va nous intéresser pour le module de Young, c'est la zone de déformation linéaire, qu'on assimile en fait souvent à la zone de déformation élastique. Élastique, ça veut dire qu'elle est réversible, je vous l'ai déjà montré. Donc vous déformez le matériau, il revient à sa longueur initiale. Et en fait, dans cette zone où c'est linéaire, il se trouve que sigma est proportionnel à epsilon, l'allongement relatif. Et ce coefficient de proportionnalité grand E, c'est ce qu'on appelle le module de Young. Voilà. Donc nécessairement, comme sigma est homogène à une pression, epsilon est sans unité. Du coup, le module de Young est également homogène à une pression. On l'exprime souvent, il va être pour nous de l'ordre entre le mégapascal et le gigapascal. Ça dépend de l'état physique du polymère. Je vous renvoie là-dessus aux courbes avec le module de Young en fonction de la température. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il traduit ? Il traduit en quelque sorte la déformabilité du matériau sous un exercice de traction. Voilà, donc plus le module de Young est élevé, plus la pente ici est élevée, et plus ça veut dire que pour une contrainte donnée, l'allongement sera faible. Voilà. Du coup, je n'ai pas complètement répondu à la question. Indiquer à laquelle des propriétés, donc c'est le module d'élasticité, qui est ici, un module d'élasticité élevé, et donc le module d'élasticité, c'est l'autre nom du module de Young.
Ensuite, ben, on nous demande d'indiquer si le PPDT, alors le PPDT c'est rien d'autre que le Kevlar, hein, il est plutôt amorphe ou fortement cristallin. Alors là, il faut se référer à sa structure. On voit qu'on a quand même une molécule, alors je vous renvoie à la slide précédente, mais pardon, avec des cycles aromatiques, donc sans libre rotation de liaison, des groupements amides qui sont polaires protiques et les chaînes sont tenues par des liaisons hydrogènes intermoléculaires. Bref, c'est un matériau avec des chaînes rigides, bien alignées. Donc là, on est vraiment, le Kevlar, c'est l'exemple typique en fait du polymère quasi cristallin. Évidemment, il y a toujours des défauts, donc on peut pas dire que c'est un... On peut jamais dire en fait qu'on a un polymère 100% cristallin, mais quasiment. Pour le coup, c'est vraiment, s'il y a un exemple, je pense que vous devez connaître, c'est celui-là. Voilà, bon, j'ai expliqué un peu rapidement. Allez, on passe à la suite. Maintenant, on compare les températures de transition vitreuse du Kevlar et du polyamide 6,6. Pour l'un, elle est d'environ 360 degrés Celsius, pour l'autre d'environ 20 degrés. C'est-à-dire que j'ai TG du polymère A qui est à 360 degrés Celsius, TG du polymère B qui est à 20 degrés Celsius. On demande d'attribuer, donc là c'est très simple. On l'a vu dans les applications du cours, hein, plus il faut fournir de l'énergie pour mobiliser les chaînes macromoléculaires les unes par rapport aux autres, plus TG est élevé. En l'occurrence, les chaînes du Kevlar sont beaucoup plus fortement liées que les chaînes du nylon 6,6. Donc on va avoir du coup le Kevlar, ce qui est appelé, pardon, je l'appelle Kevlar, mais c'est ce qui est appelé dans ce sujet le PPDT. Et de l'autre côté, vous allez avoir le nylon 6,6. Ok. Comment synthétiser le nylon 6,6? Bon, bah là, on a un polyamide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déconnecter les fonctions amides. On sait qu'on les obtient toujours à partir, ou presque toujours, d'un chlorure d'acyle plus d'une amine primaire dans ce cas-là. Et on fait évidemment exactement la même chose ici. On va déconnecter aux deux endroits. Donc, du coup, ça nous donne l'hexane 1,6-diamine comme monomère et le chlorure d'hexane dioïle de l'autre côté. Donc, on mélange ces deux monomères. Et enfin, pour terminer, un inconvénient du PPDT, qu'il a une forte reprise d'humidité, ce qui diminue sa résistance mécanique. Expliquer ce phénomène, on a des groupements déjà qui sont des groupements amides. Les groupements amides, ils sont polaires protiques. Donc autrement dit, ils interagissent bien avec l'eau, ce qui fait qu'il va y avoir des molécules d'eau qui peuvent s'intercaler entre les chaînes macromoléculaires. À partir du moment où les molécules d'eau s'intercalent entre les chaînes macromoléculaires, il va y avoir moins de cohésion entre les chaînes, ce qui peut expliquer la diminution de la résistance mécanique du polymère. Voilà les chimistes, c'est tout pour cet exercice. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Alors je sais que j'essaie d'avoir un rythme qui est suffisamment soutenu, mais bon, tout en expliquant un maximum de choses. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que forcément, il y en a pour qui ils diront bah ça doit pouvoir aller plus vite parce qu'on a déjà compris. Alors je crois que sur YouTube, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais des fois vous pouvez multiplier par 1,5 par exemple le rythme. Donc si c'est un exo que vous avez déjà fait, que vous connaissez bien le sujet, ça peut valoir le coup sur ce genre de vidéo ou même d'aller directement aux questions qui vous intéressent. Il faudrait que je mette le timecode d'ailleurs. Dites-moi si ça vous sert, dans ce cas je le ferai à chaque fois. Et puis s'il y en a pour lesquels c'est trop rapide, avant de dire que c'est trop rapide, je vous suggère des fois de re-regarder la partie dont vous avez besoin. Et si même en ayant regardé 2-3 fois, vous comprenez pas, là c'est peut-être qu'effectivement c'était trop rapide. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si le format vous convient ou si vous souhaitez faire un peu différemment. Si vous avez des demandes d'exercice, même chose, allez-y et on se retrouve très vite.